Nous sommes en compagnie de Bernard Favre. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors je pense que la moindre des politesses pour les gens qui nous écoutent et pour tout le monde serait de préciser ce que vous avez fait avant La Trace. Peut-être ce qui vous a conduit au cinéma, parce que bon, les gens des fois ils disent tiens Fellini, tiens Favre, tiens Tavernier, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait avant de pouvoir mettre sur pellicule ce qu'ils ont envie de mettre. C'est ce que vous venez de dire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est mon nom, c'est-à-dire je m'appelle Favre, c'est Faber, c'est celui qui fait quoi. Alors bon, je viens de faire La Trace, et puis avant j'étais chef monteur, enfin après avoir été stagiaire monteur, assistant monteur, je suis devenu chef monteur. Et puis j'ai été réalisateur de documentaires, réalisateur de films militants. J'ai participé à des expériences de films d'intervention, etc. quoi. Je me suis toujours, peut-être pas volontairement, j'en sais rien, mais j'ai toujours été assez à l'écart, disons, ce qu'on appelle, où je suis maintenant, mais disons du cinéma commercial, quoi. Ce qui n'est pas péjoratif, quand je dis cinéma commercial, c'est un cinéma de commerce, 35 mm, qui sort dans des salles de cinéma, etc. D'accord. Et c'est le premier long métrage que vous définissez comme faisant partie du cinéma commercial. Tout à fait, ouais. C'était même quand j'avais fait un long métrage documentaire qui s'appelait La rue de l'enfer, qui racontait l'histoire de l'institution psychiatrique en France. Et même s'il était sorti dans certaines salles de cinéma, n'était pas intégré dans ce qu'on appelle le cinéma commercial, parce que le cinéma commercial répond à certains critères, correspond à une certaine économie, correspond à tout un circuit économique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un producteur qui fonctionne avec des banques, avec des financiers, etc. C'est la première fois. Quand j'ai vu votre film, très honnêtement, il y a deux ou trois films qui me sont venus en tête, même s'ils n'avaient rien à voir. C'est d'abord tous les films qu'ont fait les Italiens, comme L'Arbre au sabot, comme À la poursuite de l'étoile. C'est-à-dire des films qui parlent de quelque chose d'assez précis, d'assez resserré, mais qui, ne serait-ce que par la durée des films, prend des ampleurs assez grandes. Et aussi un film qui est sorti cette année, mais alors là ça n'a rien à voir, c'est Le Général de l'armée morte. Parce que j'ai trouvé que les décors étaient traités de la même manière. Alors en cinémascope, c'est très important, parce que ça donne une qualité d'image assez fabuleuse. Alors est-ce que vous, quelles ont été vos références cinématographiques quand vous avez décidé de traiter le film avec telle couleur, telle pellicule? Alors là il y a plein de choses, c'est plein de questions en même temps. D'une part, j'ai voulu tourner en cinémascope pour une raison c'est une raison très simple en fait, c'est pour une raison de loi d'optique. C'était le seul format qui permettait d'intégrer dans une même image la montagne et le personnage Joseph. Si j'avais tourné dans un format plus carré, j'aurais séparé les deux. Or, la montagne est un personnage, c'est-à-dire c'est pas un décor, c'est un personnage. Le décor serait l'histoire en fait. Enfin, ça paraît c'est un peu intello de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le vrai décor, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui se passe à ce moment-là, les guerres, l'indépendance de l'Italie, la Savoie qui est annexée à la France, tout ce moment du 19e siècle, la naissance de l'industrialisation, le début de l'exode rural, etc. Donc ça, le scope pour cette raison-là. Les couleurs, le traitement des couleurs. Il y a une grande chose, c'est les extérieurs, puisqu'on raconte une histoire qui démarre du mois de septembre et qui va aller jusqu'au mois d'avril. Plus on avance dans l'hiver, plus la lumière devient bleue, et puis au milieu de l'hiver, au moment de carnaval, on va remonter, on va aller vers le rouge. Donc ça, c'est aussi un principe de couleur. Il y a un principe de couleur qui sont les intérieurs. Certaines couleurs qui sont les dominantes, ocre et marron. Il y a des couleurs qui n'existent pas dans le film, dans les intérieurs. Il n'y a pas de vert. Dans les intérieurs, il n'y a pas de vert, ça n'existe pas. Il existe à l'extérieur, en tant qu'élément naturel, quand il doit être là. C'est-à-dire quand vous avez de l'herbe, si elle est verte, elle est verte. Elle n'est jamais verte non plus. Ça, j'y peux rien, mais elle n'est jamais verte par hasard. Vous êtes dans la montagne au mois d'octobre, au mois de novembre, vous êtes à 3200 mètres d'altitude, vous êtes en hiver. Maintenant, vous descendez dans la même journée dans la plaine, à 600 mètres ou 400 mètres d'altitude, et là, il y a de l'herbe verte, et il y a encore des feuilles sur les arbres. Ça, c'est... il y a le principe aussi que quand vous êtes à l'extérieur, vous avez une lumière en montagne qui est souvent très forte. Si vous rentrez dans un intérieur, les intérieurs sont naturellement denses. Je veux dire, c'est comme ça, c'est qu'il y avait peu de fenêtres, les fenêtres qui existaient étaient de petites ouvertures, donc il a fallu travailler avec des objectifs spéciaux, il a fallu travailler avec en très basse lumière, puis avec des objectifs de très grande ouverture qu'on a fait venir exprès des États-Unis. Donc on a fait tout un travail entre le chef décorateur, le chef opérateur, la chef costumière et moi. D'accord.
Alors pour résumer tous ces détails techniques qui sont quand même assez intéressants, surtout quand on voit le film, on peut dire que le scope ça rétrécit quand même l'image, je veux dire ça donne une profondeur de champ assez bizarre. Même dans le film il y a un passage assez étrange, à un moment Richard Berry je crois se retourne vers une fenêtre quand il donne à manger à son petit enfant là qui veut pas dormir. On a l'impression que sur l'image le petit enfant est à 3 ou 4 mètres derrière, alors qu'en fait avec une seule poignée, en tendant la main, il lui donne... Ça tient aussi, bon, ça tient à la focale, ça tient à... C'est-à-dire que les intérieurs, hein, on travaille, en fait, les intérieurs, c'est l'inverse, disons qu'on a assez peu de profondeur de champ, en définition, hein, Ouais, c'est ça. puisque on tourne à des ouvertures qui sont de l'ordre de 0,95 à 1,2. C'est pour ça qu'on a fait venir des objectifs spéciaux, de façon à éviter aussi dans les intérieurs, à avoir trop de lumière, de façon à montrer tous les objets et à se retrouver devant un film historique, parce qu'il y a un problème là, devant un film historique où on dirait « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau tout ça comme reconstitution ». Là, s'il y a un vaisselier à l'intérieur, il n'est pas mis en valeur, c'est un vaisselier, il est là fonctionnel, mais il n'est pas là en tant qu'objet d'art, objet de musée, quoi. D'accord. Moi, il y a une scène, là on va parler de Bertrand Tavernier. Bon, avant de poser la question, je voudrais savoir exactement quelle a été votre collaboration. Je veux dire. Posez d'abord la question. Bon, alors il y a une scène, je veux dire, un passage du film, je me suis dit, bon, ça. Ça, c'est Bertrand Tavernier. Non, c'est pas ça, c'est Bertrand Tavernier, mais tiens, ils ont à peu près les mêmes idées. Alors, autrement dit, plus exactement, c'est la scène, bon, pour moi, c'est ce que le passage j'ai trouvé le plus intéressant du film, la scène de l'église. C'est-à-dire qu'en une séquence, je veux dire, bon, le fait qu'il fait donc une fausse messe en récupérant les quêtes, ça me rappelle le coup de torchon, un petit peu la descente de la religion au sens ancestral du terme. Et je me suis dit, tiens, ils ont un peu les mêmes idées, c'est bien. Alors, est-ce que oui ou non, d'abord, est-ce que ce sont vos idées personnelles, cette critique de la religion? Est-ce que, secondement, vous rappelez de ce passage de coup de torchon, est-ce qui vous a influencé? Pas du tout. L'histoire du sermon est une histoire vraie. Ce sont des colporteurs de Tignes. Il y a un colporteur de Tignes qui avait fait le pari avec ses copains qui ferait le sermon. Il a fait le sermon et avec l'argent de la quête, ils ont fait un gueuleton le soir. Il faut expliquer, il y a une chose aussi, pourquoi c'est faisable ça. Aoste était un centre extrêmement important, religieux. La Gaule, ce qu'on appelle la Gaule, a été évangélisée à partir d'Aoste. D'Aoste, ils sont passés à Lyon, puis après ils sont montés, etc. Mais simplement, il se trouve qu'on a des préoccupations communes avec Tavernier, et c'est là où on s'est retrouvé, oui, ce genre de choses, où la préoccupation de l'histoire vécue au quotidien par un individu, ce qui est par exemple le juge et l'assassin, on s'est retrouvé là-dessus en fait. C'est-à-dire que même si on fait des films différents, on travaille certainement pour certaines choses dans les mêmes directions. Alors, bon, on a écrit de la façon suivante. J'avais un scénario qui était écrit, et il se trouve que Tavernier l'a eu entre les mains. Il l'a lu et il m'a appelé en me disant, écoutez, je m'appelle Bertrand Tavernier. Alors là, je lui ai dit, arrête Robert de déconner, parce que j'ai un copain qui fait des plaisanteries. Il m'a dit, non, c'est moi, vraiment. Et autant, j'ai compris que c'était Tavernier. Alors bon, je l'ai rencontré, on s'est vu, et il m'a rendu mon scénario couvert de graffiti. En me disant peut-être que là, ce serait peut-être bien de plus court, plus long, peut-être de faire intervenir des choses, etc. Alors j'ai tenu compte ou pas de ces réflexions et j'ai réécrit le scénario. Puis on a rediscuté de nouveau ensemble, je le réécris de nouveau, et puis à un moment il m'a dit oui, bon c'est bien, etc. Et à partir de là, ce qu'a fait Tavernier, c'est qu'il a ouvert les portes. Chose que je ne savais pas faire puisque je m'appelle Bernard Favre, ce qui ne dit rien à personne. Il y a un distributeur, je l'ai appelé 41 fois au téléphone, je ne l'ai jamais eu. Et puis après, j'ai rencontré Tavernier. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoutez, voilà, j'ai dîné avec un tel. Appelez-le, je vais parler du projet. J'ai appelé le lendemain matin, je suis tombé sur la secrétaire qui m'a dit, ne quittez pas, je vous le passe. C'était la première fois. Et le type m'a dit, écoutez, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, votre sujet m'intéresse énormément. Je dois signaler simplement pour pas qu'on fasse fausse route que ce n'est pas le distributeur du film à l'heure actuelle. D'accord. Non mais je suis d'accord, enfin votre réponse me satisfait, mais que vous dites que ça a été vécu, bon le sermon ça, je veux dire, il y a tellement de choses qui ont été vécues, vous n'avez pas pu tout mettre dans le film, donc une épuration qui soit obligatoirement. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au 19e siècle, au début du 19e siècle, à la moitié en tout cas, la religion était quand même encore beaucoup présente, donc si vous avez intégré ça, c'est qu'il y a quand même un aspect, pas anti-religieux, mais je veux dire dégradant. Donc Non, pas du tout, je crois, non, enfin oui, aussi certainement, mais... ce qui m'intéressait il y a plein de choses dont on peut parler. Ce qui m'intéressait entre autres, c'était de montrer non pas l'image du paysan dans l'idéologie dominante, telle que la ville nous le représente, ou nous l'a toujours représenté, mais telle qu'il existait vraiment. Il est vrai que les campagnes étaient très religieuses. Il est vrai aussi que leur rapport à la religion n'est pas toujours ce qu'on nous a montré. Il est vrai que cette histoire de la vraie histoire, donc du Bousse qui a fait vraiment le sermon à Aoste, ce type n'avait aucun mépris pour la religion. Simplement, bon, je veux dire, il est dans la merde, il faut qu'il en fasse quelque chose. Et là, il se sert de la religion. Moi, j'ai une cousine qui a été la maîtresse en titre du curé du village. Ça n'a jamais choqué personne. Tout le monde le savait. Il y a tout. Non, mais je veux dire, il y a tout ça. Simplement, moi, ça m'intéresse de remettre les choses en place. Je suis pas
anticlérical. Je ne suis pas pour l'Église non plus, c'est un problème qui m'importe peu. Simplement, si on parle de l'histoire, il faut la raconter telle qu'elle était. Je veux dire, ça fait chier simplement la falsification perpétuelle de l'histoire. Moi, je m'en fous. Je veux dire, les paysans, ils étaient dévots, très bien. Ils étaient dévots, bon, ils étaient dévots. Maintenant, montrons-les tels qu'ils étaient véritablement. Il y en a un qui s'amusait avec l'Église, montrons-le. Il y avait le curé, bon, après Rome l'a interdit, mais jusqu'au XVIIIe siècle, le curé donnait l'Église une fois par an aux gens. Et les gens faisaient des messes déconnantes. Mais complètement déconnante, je veux dire obscène, etc. Le mec montait en chair, faisait un sermon en parlant de son sexe, etc. Bon, ça ne mettait pas en danger l'Église. C'est intéressant simplement de dire les choses telles qu'elles sont. On représente toujours le paysan comme une espèce d'ignare qui ne connaît pas le monde. Bon, dans les régions d'économie pauvre, la plupart des hommes partaient en hiver. Ça veut dire que, bon, là je raconte l'histoire de Joseph qui parcourt le massif alpin et le nord de l'Italie. Bon, ça veut dire que ce mec, il le fait, son père l'a fait, son père l'a emmené, il parle plusieurs langues, il connaît le monde, il sait, bon, je veux dire, en plus il a fait la guerre, il a été jusqu'en Crimée, ça c'est vrai aussi, que des Savoyards ont été jusqu'en Crimée faire la guerre. Bon, alors montrons ces gens-là comme tels qu'ils sont, ouverts sur le monde. La haute Tarentaise, donc, histoire d'où part la trace. Bon, qui est Val d'Isère, Tignes, etc. Au XIXe siècle, entre 60 et 65% des paysans savaient lire et écrire. Alors arrêtons de dire que les paysans étaient ignares. Disons qu'à cet endroit-là, il y en avait 60 ou 65% qui savaient lire et écrire. Bon, on pourrait parler de l'ensemble des nations qui composent la France, mais la Savoie, par exemple, indépendante pendant 10 siècles, très bien, régulièrement envahie par les armées françaises. Je n'ai jamais lu, je m'en fous, je veux dire, je suis pas nationaliste savoyard, mais j'ai jamais lu dans un livre d'histoire que Richelieu il s'est fait piler par les troupes de Savoie, que Louis XIV il s'est pris une branlée par les troupes de Savoie, que etc. Je veux dire, ce qui ne met pas, je veux dire, en plus, ce qui ne met pas en danger l'État français. Je veux dire, l'histoire de France, bon, mais ça c'est parce que l'histoire de France c'est faite de toujours centraliser. Je ne dis pas depuis Paris parce que j'ai pas envie non plus d'attaquer Paris. Il y a un pouvoir qui a centralisé. Bon, alors on a toujours montré l'histoire telle que, vue du centre, on avait envie de nous la raconter. Bon, moi je veux dire, on peut la raconter autrement. Concrètement, ça vous a demandé combien de temps de recherche dans les archives ou dans les livres pour faire un scénario cohérent et assez exact en tout cas? Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi, et disons entre le moment où j'ai commencé à écrire le scénario et aujourd'hui où je présente le film à Toulouse, il s'est passé 4 ans. 4 ans. Il s'est passé exactement 4 ans moins 2 mois. D'accord. J'ai commencé à écrire le film le 28 avril 1980 et on va être bientôt en avril 84. Et personnellement, vous êtes originaire de quelle région? Moi je suis originaire par mes parents, mais parce que je suis un pur produit de la banlieue parisienne pratiquement, mais je suis originaire par mes parents de Savoie, de Haute-Tarentaise et de Tignes, qui est une vallée qui repose à l'heure actuelle sous 180 mètres d'eau après avoir dynamité l'ensemble du village. C'est un événement qui ne va pas sans vous marquer très fort, quoi. Donc je suis savoyard malgré moi, parce que pour le bonheur de la France, on a fait disparaître le lieu dont je suis originaire. C'est toujours, je veux dire, toute l'histoire c'est toujours pour le bonheur de la France, et les Français se font toujours baiser dans cette histoire-là. Alors ça me fait chier, c'est pour ça que j'avais envie de raconter l'histoire d'un pays qui a été indépendant pendant 10 siècles, de paysans qui ne parlaient pas le français uniquement, qui parlaient plein de langues parce qu'ils étaient colporteurs, de montrer que ces gens-là avaient une dignité au même titre que bien d'autres, et que en France et en Europe aussi, on a nos Indiens, quoi. J'ai demandé à Richard Berry là, précédemment quelle était pour lui la scène qu'il avait trouvée d'abord la plus belle, mais surtout la plus dense, la plus significative. Alors, je voudrais savoir d'abord, à votre avis, qu'est-ce que Richard a répondu vu que c'est quand même l'acteur principal. Et pour vous, quelle est la scène qui est la plus construite, la plus prenante? Il y a deux. Pour moi, il y en a pas mal. Pour moi, il y en a 3. Il y a la rencontre avec la sœur, quand il arrive chez la sœur, puis le beau-frère, etc., qui arrive. Il y a une scène qui est celle de l'usine, parce qu'elle est complètement charnière du film. C'est le moment vraiment où l'histoire change, quand il rencontre le type qui est originaire du même village, mais qui lui a émigré à Milan, et qui travaille à l'usine. Et puis il y a la frontière, puisque la frontière est aussi, bon là c'est pas la charnière, là c'est le coup près qui tombe, quoi. C'est l'introduction de la guillotine dans le royaume de Savoie. Richard Berry a dit que, pour lui, la scène qui avait été la plus émouvante et la mieux construite, c'était celle où il rentrait dans une famille pour vendre et que tout d'un coup il s'écroulait, donc il passait de la joie à l'effondrement total. C'était une scène très compliquée à jouer parce qu'elle n'était pas du tout écrite comme ça. Il se trouve qu'il y avait une scène où il arrivait dans un village,
vu à l'extérieur, il commençait à haranguer les gens, et puis on le retrouvait à l'intérieur où il tombait malade. Et puis pour des problèmes de temps, parce que le problème d'un film c'est toujours de rentrer ce qui doit rentrer dans la journée, on s'est retrouvé, on n'avait plus assez de temps pour faire les deux choses, donc j'ai réécrit la scène dans la nuit pour ne plus faire qu'une seule séquence. Et c'est compliqué parce qu'en effet il rentre, il pète la santé, au fur et à mesure du temps ça se dégrade, et à la fin il s'écroule. Et c'est très 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 compliqué à jouer. Ouais. Tout à l'heure, on a fait allusion au film italien de banlieue, comme L'Arbre au sabot, mais là, il y a quand même une différence avec votre film, c'est que vous avez employé quelqu'un qui est coté au box-office. Enfin, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'en parler. Quelle a été la différence pour vous de diriger quelqu'un qui aurait pu se montrer assez réticent, qui aurait voulu être traité peut-être différemment des autres acteurs, bien que j'ai l'impression, en écoutant Richard, que c'est pas tout à fait son cas. Enfin, je veux dire, quand on est inconnu, on demande moins. Quand on est connu, quand on... Non ? Pas forcément. Non, il y a une chose en tous les cas, c'est qu'il y a un problème culturel en France, c'est qu'on a toujours un problème à voir un film français qui parle du monde paysan, et où le paysan, en fait, est un comédien connu. Bon, tout simplement parce que la paysannerie française n'est pas un mythe. En Italie, le rapport qu'ils ont avec leur monde paysan, il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, on est né de la merde, quoi. Même si c'est de la merde, ils l'assument en tous les cas. Donc, je veux dire, il n'y a pas de coupure entre le monde urbain et le monde rural en Italie à ce moment-là. Bon, mythifié aux États-Unis le monde rural. C'est-à-dire qu'ils ont fait des histoires de garçons vachés au cinéma, qui sont les westerns. Bon. En France, on dit toujours, bon, souvent on me pose la question, pourquoi vous n'avez pas pris un paysan pour jouer le rôle d'un paysan ? Si on a besoin de quelqu'un pour jouer un rôle, on prend un comédien. En plus, il y a une deuxième chose, si on compare par exemple à Olmy à l'Arbre au sabot. Olmy à l'Arbre au sabot, il a mis 1 an pour le tourner. Au même endroit, en plus, dans une ferme. Imaginez qu'on essaye de tourner de la même façon un film itinérant. 1 an, c'est un film qui coûterait à peu près 6 ou 7 fois plus cher. 6 ou 7 fois plus cher, c'est un film infaisable. Nous